Et c'est l'occasion pour moi aussi de vous présenter les autres membres de la commission mentorat. Chers collègues, est-ce que vous pourriez venir ici sur l'estrade? On n'est pas très nombreux. Donc, cette équipe de choc qui... C'est vraiment une équipe de choc. Hein. Une équipe de choc. Et je commence par présenter Catherine Thibault. Catherine. Tu es coach professionnel, consultante en mentorat. Tu es auteur de livre Les clés de mentorat réussi qui a paru chez Studirama. Et au sein de la commission mentorat, tu te occupes de la communication surtout. Voilà. Très bien. Yahir Norbert Mimoun. Tu es coach professionnel, mentor, surtout avec la spécificité de mentorat entrepreneurial et de start-up. Et au niveau de la commission, tu t'occupes justement des partenariats avec ces genres d'entreprises. Elisabeth Serrano, tu es coach interne chez la Société Générale et tu t'occupes aussi des programmes de mentorat au sein de la société et surtout des programmes féminins, n'est-ce pas, pour des femmes. Tu es la nouvelle arrivée à la commission, sois la bienvenue et on attend un peu le lancement des nouveaux chantiers pour voir quel chantier te tiendra au cœur où tu voudrais te positionner. Pascal Echardour, tu es directeur général chez Ad Invest International et au sein de la commission, tu t'occupes de business mentorat et aussi de référentiel de compétences. Tu étais notre précurseur. J'aimerais vous remercier à tous pour votre enthousiasme, pour le temps que vous donnez pour la commission. Je suis vraiment fière de nous et je suis sûre que nous allons aller davantage vers la professionnalisation de notre métier. J'aimerais aussi remercier aux membres de la commission qui ne sont pas présents ici et aussi aux autres membres de la première commission mentorat qui sont peut-être connectés parce que ce sont les fondamentaux qu'ils ont créés sur lesquels nous construisons aujourd'hui. Merci à vous tous. Bravo. Et un mot quand même, un applaudissement aussi pour Lydia qui pilote extrêmement bien cette commission et qui nous rapporte tout ce qui s'y passe. Et vraiment, ça nous réjouit aussi au nom de l'EMCC France et de l'EMCC Global, bien sûr. Bravo à toi. Bon, je vais garder Yahir ici parce que c'est lui maintenant notre guide qui va nous accompagner à travers de la table ronde. Yahir, c'est à toi. Merci Lydia. Alors, je te donne le fil horaire de la soirée, puisque grâce à une petite clochette qui est sur la table, Lydia va réguler les interventions. On a un temps précieux, on a 1 heure de table ronde. Alors, je vais appeler les 3 personnes qui la composent, donc Chantal Legendre, Ingrid Bianchi et Pascal Echardour. Alors, je vais leur laisser le soin de se présenter. Voilà, Ingrid, par exemple, Chantal là-bas, et puis Pascal. Alors, simplement pour préciser toutes ces personnes ont été interviewées par Manel dans le cadre de l'étude. Et donc, à la fois, elles ont des profils très, très diversifiés, et je pense que leur témoignage sera intéressant. Alors, la règle du jeu, donc on va faire un peu la recette du 4 quarts, 4 fois 15 minutes. Alors, première tranche de 15 minutes, les dernières 15 minutes seront réservées au partage questions sur le chat. Donc on va commencer peut-être simplement par qui êtes-vous, quel est votre parcours qui vous a conduit au mentorat, et peut-être un témoignage authentique sur le mentorat.
que vous avez envie de partager. Donc chacune en 5 minutes. Chantal, vous voulez commencer ? Bonjour à tous. C'est bon, je pense. Oui. Chantal Legendre, donc je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Donc j'ai en charge le talent management au sein du groupe Orange dans ma fonction actuelle aujourd'hui. Et en termes de parcours, alors j'ai une longue expérience quasiment exclusive en ressources humaines. Et en fait, j'ai démarré ma carrière chez Danone. Donc je souhaiterais donner un petit clin d'œil à Catherine Thibault qui est ici parmi nous, puisque c'est elle qui m'a recrutée il y a 30 ans. Donc ça remonte et nos chemins se sont recroisés grâce au mentoring ces dernières années. Donc j'ai eu la chance de découvrir les ressources humaines chez Danone et de vivre le double projet économique et social d'Antoine Riboud, donc ça remonte. Et de découvrir l'accompagnement individuel dès ma sortie d'université en reclassant en fait des salariés qui avaient perdu leur emploi suite à des fermetures de sites. Voilà, donc tout ça pour dire que l'accompagnement individuel ne m'a jamais quittée. Ça a toujours été un petit peu le fil rouge de ma carrière professionnelle. Après différentes expériences et sur des postes de DRH opérationnel, entre autres, et à l'international. Mais l'accompagnement a toujours été quelque chose que j'ai affectionné. Et je me suis même à ce titre formée au coaching aussi. Et j'ai enseigné durant de nombreuses années en Master 2 ressources humaines. Voilà, donc aujourd'hui, très clairement, je me suis recentrée sur l'accompagnement individuel plutôt des talents et des cadres dirigeants. Alors, en termes de témoignages, je souhaitais vous lire en fait un témoignage d'un mentor, d'un exécutif mentor que je trouve assez émouvant, donc je vais vous le lire. Être mentor, en fait, on gagne énormément de temps. C'est du temps investi. Moi, ça m'apporte 1000 fois plus que ce que je donne et le temps que je dégage. 1 heure de temps en temps, c'est un temps que je retrouve au centuple. J'apprends de domaines de l'entreprise que je ne connais pas, je découvre des situations que je n'imagine pas dans l'entreprise et tous les jours, cela me nourrit en m'obligeant à poser des questions et à me questionner et cela m'est énormément utile dans mon travail. Pour des futurs mentors qui hésitent à se lancer, un message, n'hésitez pas, cela va énormément vous apporter et cela ne va pas vous consommer du temps, mais vous en faire gagner. Voilà, je pense que ce témoignage de mentor est très intéressant et très émouvant en termes de vérité. Merci. Merci Chantal. Donc Ingrid, je vous passe le micro. Merci Yair. Donc, je suis Ingrid Bianchi, moi je suis consultante en ressources humaines et diversité. J'ai créé mon cabinet en 2004. Après quelques années passées dans le recrutement, qui m'a fait prendre conscience en fait, de la nécessité, pour répondre aux besoins de mes clients, d'élargir les profils de compétences vers une plus grande diversité en termes d'âge, d'origine, de genre, de parcours aussi et de formation. Et c'est ce qui m'a amené, en fait, après cette expérience de recrutement, à créer un cabinet entièrement dédié aux questions de diversité. Et dans diversité, j'entends évidemment des critères extrêmement larges. Et dans ce démarrage d'activité, j'ai pris conscience également que à l'époque, il faut se replacer dans le contexte, fin 2003, le mot diversité n'existait quasiment pas en France et il a fallu vraiment travailler pour faire prendre conscience de l'intérêt et de l'enjeu de la diversité pour les organisations, pour les entreprises. Et du coup, je me suis engagée dans des associations qui avaient pour objectif de promouvoir cette diversité dans les entreprises, notamment le Club 21e siècle, qui est un club qui regroupe des personnalités
qui sont, par leur parcours, des exemples de réussite et qui sont, pour la plupart, des personnes qui viennent soit issues de l'immigration, soit des personnes qui représentent une diversité ethnoculturelle. Alors évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais dans ce club-là? En fait, c'est aussi pour démontrer que la diversité, ce ne sont pas que les autres. La diversité, finalement, nous en sommes tous porteurs, quelle que soit notre couleur de peau et notre parcours. Et donc, au Club 21e siècle, j'ai également contribué à créer l'Association française des managers de la diversité en 2007. Et dans l'ensemble de ces engagements associatifs, en fait, on a travaillé sur l'accompagnement des talents, sur la capacité aussi à transmettre un certain nombre de codes et à faire grandir en fait les publics bénéficiaires. Et il se trouve que moi, dans mon cabinet, dans mon activité donc professionnelle, j'accompagne mes clients dans leur politique diversité, à la fois dans la réflexion stratégique, c'est-à-dire à savoir pourquoi, quel est l'enjeu de cette diversité et l'inclusion. On parle beaucoup d'ailleurs d'inclusion aujourd'hui. Et ensuite, je les accompagne dans l'élaboration de dispositifs entièrement personnalisés pour accompagner et promouvoir des talents justement avec un objectif de diversité de profil. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai mis en place des programmes de mentoring, j'en reviendrai par la suite. Et il se trouve que donc cette expertise de mentoring que j'ai développée déjà depuis une quinzaine d'années, je l'ai mis au profit du Club 21e siècle puisque je pilote aujourd'hui le programme Revel at Her, qui est un programme, comme le nom l'indique, qui est destiné en fait aux femmes de la diversité. Voilà. Merci Ingrid. Pascal, je te passe la parole. Ah oui, excusez-moi, un témoignage quand même intéressant. Oui, j'en ai plusieurs, mais un témoignage assez amusant. Quand on fait les évaluations des programmes de mentoring et quand on interroge finalement les mentis, donc, qui sont principalement des femmes, ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois individuellement, donc on prend du temps pour comprendre quel a été l'impact, qu'est-ce que le mentoring leur a apporté. Et je m'amuse parce que la plupart du temps, les mentis me disent « Bon, écoute, je voulais te le dire, mais surtout tu ne le répètes pas aux autres mentis de ma promo, parce qu'elles sont toutes extrêmement reliées, mais je crois vraiment que j'ai eu le meilleur mentor. » Donc je ne veux pas le dire, mais je ne sais pas comment vous avez fait, mais le matching, il est juste exceptionnel. J'ai l'impression que je connais depuis toujours ce mentor, homme ou femme, et surtout, finalement, on est tellement proches, c'est quelqu'un qui me connaît tellement profondément d'une autre manière, bah, finalement, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et la plupart du temps, effectivement, cet enthousiasme autour du mentoring fait que la relation mentorale, créée finalement au départ artificiellement, parce qu'ils ne se connaissent absolument pas, va perdurer bien après la fin du programme. Et cet enthousiasme-là, ce sentiment de penser que finalement c'est une relation unique, effectivement, qu'il y a comme une espèce de petite magie dans le matching et dans le mentoring, ça je trouve que c'est vraiment touchant et ça montre comme quoi effectivement l'engagement humain apporte énormément à la mentie mais aussi au mentor et on en reparlera. Merci, beau témoignage. À toi Pascal. Donc moi, Pascal Échardour, je suis le directeur général d'une structure qui s'appelle Adinvest International. Et cette structure, elle a une petite dizaine d'années maintenant. Elle a émergé après la crise précédente, 2008, où bon nombre de petites entreprises et surtout des dirigeants étaient en pleine détresse et il a fallu les aider. Donc on y reviendra un peu plus tard sur l'histoire de cette organisation, mais cette organisation, elle s'est construite sur cette thématique et sur cette demande, et elle a abouti à ce qu'aujourd'hui, ce soit un réseau de business mentors sur les territoires qui soit là en proximité pour aider les dirigeants de PME. Donc, et moi, dans tout ça, en fait, moi, j'ai un parcours assez, je dirais, classique d'ingénieur. On pourrait dire au départ, rien ne m'amenait vers une thématique comme celle-ci. J'ai une formation technique, j'ai démarré... Ah, c'est vrai que j'ai démarré un peu particulièrement, j'ai créé mon entreprise en démarrant. Et puis j'en ai recréé une deuxième. Et puis je me suis planté, et puis je suis reparti sur une autre. Et puis en fait, toute cette expérience qui s'est construite m'a amené à rencontrer des personnes qui un jour m'ont dit bah, tiens, on est en 2008, en 2009, autour de nous il y a des entreprises en difficulté, des dirigeants en difficulté, est-ce qu'on ne pourrait pas les aider? Et il s'est apparu que ça nous donnait un petit peu de sens de les aider. Mais à l'époque, on ne savait pas que ça s'appelait du mentorat.
C'est en regardant ce qui se passait ailleurs, en regardant surtout ce qui se passait en Angleterre, où on s'est rendu compte que ce qu'on constatait, d'autres l'avaient fait. Et on est parti de ça pour dire, effectivement, ce qu'on fait, c'est du business mentorat. Et on a appris de ça. On a essayé de le faire avancer, puis de le faire avancer aussi à l'échelle européenne pour faire progresser cette thématique-là, et considérant aujourd'hui que tous ces acteurs qui construisent notre économie, toutes ces PME des territoires, elles ont vraiment nécessité à être accompagnées, et que tous les seniors ou tous les gens d'expérience qui sont un peu partout autour de nous, dans les grands groupes et ailleurs, ont aussi des expériences à transmettre dans ces cadres-là, et pas n'importe comment, avec un cadre, avec une méthodologie, avec des savoir-faire, et surtout des postures et des attitudes. Le business mentorat, le mentorat, ça ne s'improvise pas. Alors après, pour parler d'une petite anecdote, j'ai un souvenir assez particulier d'un jour de 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement la date, mais ça remonte un petit peu, lorsqu'on démarrait les premières formations avec nos partenaires européens, parce que nous, on a tout de suite voulu avoir une dimension européenne dans cette réflexion-là, en se disant le mentorat, pourquoi en France et pas aussi dans d'autres pays, et qu'est-ce qu'on a de commun avec nos voisins et qu'est-ce qu'on a de différent. On a monté une formation pour essayer de construire quelque chose. Et on a fait intervenir des clients. Et en particulier, j'ai le souvenir d'un client qui, en visio, déjà à l'époque en visio, parce que lui, il était en déplacement en Tunisie, il a fait ça depuis sa chambre d'hôtel, est intervenu en disant, mais voilà, il expliquait un petit peu son expérience, parce qu'il avait eu un cas très difficile, une entreprise en difficulté, il avait été aidé par un mentor de chez nous, et puis 2 ans après, son entreprise n'était plus du tout en difficulté, elle était assez florissante, et tout allait bien. Et quand un des stagiaires lui a dit, mais le mentor, pour vous, c'était quoi ? Il a répondu un seul mot, mon miroir. Et j'ai trouvé ça très sympathique. Merci à tous les trois donc de cette première présentation. On va entrer dans le détail maintenant, deuxième tranche de nos échanges. Je propose qu'on garde le même ordre. Chantal, dans le groupe Orange où vous êtes, finalement, pouvez-vous nous donner un aperçu des initiatives que vous faites dans ce domaine du mentorat? Oui, alors effectivement, on a beaucoup d'initiatives en matière de mentorat, et notamment des initiatives qui, pour la plupart, sont gérées par les divisions. Je voudrais aujourd'hui partager une initiative un peu emblématique qui est un programme que nous avons lancé maintenant il y a 2 ans, qui s'appelle le programme Rugby. Alors déjà peut-être vous parler de la cible, et je reviendrai sur le mot rugby et pourquoi ce choix. Ce programme qui est toujours en cours d'ailleurs, pour la saison 2, on prévoit de lancer une saison 3, s'adresse plutôt majoritairement, bien sûr, pas exclusivement, mais à des femmes talents qui font partie d'un talent pool, et dont l'objectif quelque part, en fait, c'est de les aider à transformer sur des postes à plus forte responsabilité. Voilà, donc c'est un programme alors pour revenir sur le terme rugby, en fait, on a fait référence effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, au sport, qui est plutôt un sport relativement masculin, en se disant que pour autant, ce sport véhiculait de fortes valeurs dans lesquelles nous nous retrouvions, que sont la solidarité, l'esprit d'équipe et la transmission. Et nous avons donc intitulé ce programme « Transformer l'essai ». Voilà, pour permettre aux femmes de pouvoir progresser et être quelque part, pour elles, à travers ce dispositif, être un booster, un accélérateur de carrière. Et elles ont donc été mentorées par des exécutifs chez nous. Donc, les exécutifs étant effectivement plutôt des cadres dirigeants. On a lancé ce programme auprès d'un certain nombre de femmes, et qui ont été accompagnées et suivies sur une durée de 6 mois à 8 mois. Et on va lancer notre 3e saison prochainement. Donc c'est à peu près aujourd'hui 150 femmes, 150 personnes avec des hommes et des femmes qui le composent.
Donc pour ce faire, on a bien entendu accompagné toute cette démarche de mentoring à travers des ateliers aussi bien côté mentor que menti, pour leur expliquer aux uns et aux autres quelle en était la finalité, et notamment pour les mentis, pour les mettre en confiance par rapport au fait qu'elles allaient être mentorées par des personnes qui sont dans l'organisation quand même à des niveaux assez élevés, et pour les mettre en confiance par rapport à cette chance qui leur a été offerte. Donc les workshops ont plutôt bien fonctionné. Donc on a travaillé également avec des coachs professionnels et avec les équipes de Catherine Thibault, que je salue encore. Voilà, et pour nous permettre effectivement d'apporter tout le cadre et l'accompagnement nécessaire à ce programme. Et d'un point de vue matériel, eu égard au volume, on a eu recours à une plateforme qui nous a permis de nous aider dans le matching des binômes à partir d'un certain nombre de questions liées à leur motivation respective, à leur centre d'intérêt. Et bien entendu, à l'issue de ce matching proposé par l'outil, nous sommes réintervenus, nous, à notre niveau, pour s'assurer que les binômes constitués étaient pertinents, en s'assurant qu'ils n'appartenaient pas au même métier, à la même fonction, à la même entité, etc. On avait mis préalablement des conditions dans l'algorithme pour faire en sorte que voilà, les choses puissent se faire de manière la plus objective et neutre possible. Voilà, donc c'est une opération qui se poursuit encore. On envisage de développer d'autres opérations de mentoring, et plus particulièrement de faire de l'intergénérationnel auprès de nos graduates, puisqu'on a un programme de jeunes diplômés qu'on souhaiterait également faire mentorer par des exécutifs dans notre organisation, pour justement là effectivement avoir ce partage et cet échange entre des plus jeunes et des personnes plus expérimentées dans l'organisation. Alors je reviendrai peut-être tout à l'heure sur les bénéfices du programme, et bien entendu, étant donné qu'on est dans une entreprise, bien sûr le développement de l'individu est important, c'est notre objectif premier, mais nous avons aussi un objectif, comme je le disais tout à l'heure, de transformation, et de pouvoir faciliter l'accès à des postes à responsabilité à des femmes ou à des jeunes talents, pour nous permettre effectivement de conduire notre transformation. Donc c'est en cela où ça a été, et je reviendrai avec quelques chiffres à l'appui, un véritable accélérateur et un booster pour ces personnes. Ingrid, lorsqu'on a préparé cette intervention, j'avais trouvé extrêmement intéressant ce que vous avez dit sur finalement la transposition du mentorat en entreprise au monde associatif. Est-ce que vous pouvez nous en parler, partager un petit peu autour de ça ? Oui, alors comme je le disais, en fait, j'ai commencé à développer des programmes de mentoring pour mes clients en mode justement construction, élaboration d'une méthodologie spécifique en fonction d'un objectif. J'ai travaillé avec des grands groupes, notamment Engie, qui a posé une question, c'était effectivement, il y a une dizaine d'années, comment peut-on accélérer et faciliter, encourager la progression de carrière des femmes cadres chez nous, avec une politique mixité extrêmement ambitieuse, hein, il faut le rappeler, qui plaçait le groupe à très haut niveau sur la mixité. Et donc, dans le cadre de cet objectif, j'ai contribué donc à élaborer un programme spécifique qui était dès le départ positionné au niveau stratégique et qui a embarqué effectivement la plupart des dirigeants du groupe. Et on a travaillé avec la direction des communications et la DRH. Ce programme-là a commencé en fait par un pilote. Hein. L'objectif, c'était de pouvoir déjà commencer par une première promo d'une 60aine de femmes. Alors en France, mais aussi à l'international, puisque le groupe est implanté à l'international. Et on a donc défini des modalités spécifiques pour pouvoir à la fois donc, lancer le programme en France et à l'international, le suivre, en même temps accompagner les mentors et les mentis,
et en même temps évaluer tout au long du programme la pertinence, la qualité, pour obtenir à la fin un bilan qui permette de réajuster. Et donc après la première édition, on a fait 2 autres éditions que j'ai pu animer et suivre. Et à la fin de ces 3 éditions, qui ont été un véritable succès, on a même édité un livre blanc qui a fait référence dans le groupe, et qui du coup a permis de développer d'autres programmes de mentoring pour différentes cibles en interne au-delà des femmes. Et dans le cadre donc des programmes que j'ai pu développer pour mes clients, je me suis dit, au sein du Club 21e siècle, on travaille donc sur l'accompagnement de personnes issues de la diversité. Et il y avait une vraie question qui s'est posée à moi, c'était, compte tenu de mes divers engagements et de mon travail, c'était comment accompagner les femmes issues de la diversité à dépasser ce que moi j'ai appelé le double plafond de verre, c'est-à-dire comment dépasser les difficultés qui peuvent être liées au genre et liées aussi à l'origine, la différence culturelle. Et donc, j'ai souhaité transposer mon expertise de mentoring au Club 21e siècle en créant donc un programme en 2016, Révélateur, que j'ai appelé Révélateur. Et l'objectif, c'était de s'appuyer sur les mentors, en fait, les mentors qui sont des membres du Club 21e siècle, hommes et femmes, qui donc par leur parcours de réussite aussi ont un track record, une expertise dans différents domaines. Ça peut être des cadres dirigeants d'entreprise, ça peut être des entrepreneurs, il y a même des médecins, des artistes, enfin c'est extrêmement varié. Et donc l'enjeu, c'était de s'appuyer sur cette richesse humaine d'expérience pour pouvoir accompagner des femmes issues de la diversité qui sont toutes en poste, mais qui peuvent avoir des difficultés dans leur progression de carrière, peut-être par une difficulté, encore une fois, à appréhender des codes culturels et sociaux qu'elles n'ont pas forcément acquises de par leur parcours. Et donc, on a développé un programme avec une équipe qui consiste donc, qui repose sur plusieurs axes. Donc, il y a une relation mentorale, mentor-menti, mais également un programme extrêmement rigoureux qu'on a voulu justement professionnaliser pour pouvoir, puisqu'on engage des mentors qui sont bénévoles, donc qui font ça en plus de leur travail. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'effectivement, il faut qu'il y ait quelque part, ils en aient pour leur temps, si ce n'est pas pour leur argent. Et donc, du coup, on a voulu apporter un cadre très rigoureux pour assurer la réussite de ce programme, ce qui fait qu'on a balisé le programme avec des réunions régulières, avec un suivi, une évaluation permanente. Et il y a 2 ans, on s'est appuyé sur un partenaire qui est un partenaire académique, l'EDEC, notamment avec la chaire Open Leadership, Diversité et Inclusion. Et on a sollicité l'EDEC pour pouvoir nous aider à mesurer les résultats et l'impact du programme. Et ça nous a permis d'apporter une vision un peu plus scientifique, on va dire, à ce que nous, on mesurait en termes de résultats. Et c'est vrai que ça nous a aidés parce que effectivement, on sentait bien que l'impact était très fort. Ça a permis aussi de sécuriser et d'apporter une méthodologie encore plus poussée. Et donc, en fait, ce programme-là est devenu un programme phare du Club 21e siècle. Parce qu'il réunit à la fois donc, des individus qui s'engagent en tant que mentors. Ça s'adresse à des femmes qui sont extérieures au club et qui, du coup, par cet engagement humains vont pouvoir progresser, vont pouvoir gagner en confiance et accéder à des postes peut-être qu'elles auraient eu sans le programme, mais on voit bien que ça les a boostés, ça les a vraiment ça les a encouragés et ça a accéléré leur carrière. Et on les suit, même on a créé un groupe d'alumni et on les suit plusieurs années après avoir suivi le programme et on se rend compte que les effets sont encore extrêmement présents. Donc voilà la transposition qui a été faite. Voilà, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que finalement, dans tout dispositif d'accompagnement, le fait d'avoir un cadre, de pouvoir aussi suivre les participants, non seulement ça les rassure, mais ça leur permet d'être... D'abord, on détermine aussi une sorte de protocole de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a... Vous parliez de miroir, effectivement, ce miroir bienveillant. Ça, c'est essentiel, mais pour que le miroir s'installe, il faut vraiment, dès le départ, donner un cadre, voire même un niveau d'exigence, hein, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'engage en tant que mentor, même si c'est du bénévolat, même si c'est associatif, pour autant, il faut être présent. Et donc, c'est vrai qu'on ne les lâche pas. On ne lâche pas les mentors, on ne lâche pas les mentis,
on réunit régulièrement les mentis en leur proposant également des ateliers de coaching collectif. Et tout ça fait que derrière, quand on évalue les résultats, c'est extrêmement gratifiant pour ceux qui se sont engagés en tant que mentors, mais aussi pour les mentis, ça leur montre le chemin qui est parcouru. Et parfois, on voit même des choses surprenantes. On voit même une transformation physique des mentis qui ont été accompagnés. Donc c'est vraiment étonnant, mais c'est effectivement très enthousiasmant pour tous ceux qui sont impliqués dans le programme. Merci à vous. Ingrid, alors Pascal, je me retourne vers toi maintenant pour que tu nous parles de ce mot business mentorat qui n'était pas très connu jusqu'à il y a quelque temps. Alors pour qui est-ce? Pourquoi? Par qui? Le lien business mentorat vient du monde anglo-saxon. Alors on sait que les Anglais, enfin tous ces gens-là ont quand même, dans le monde anglo-saxon, on est un peu plus pragmatique que dans nos pays latins, en particulier là-dessus. Et eux, ils se sont très, comment dire, impliqués là-dessus depuis très longtemps, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada. Et on voit des gens qui sont là pour dire, bon, très simple, vous êtes un entrepreneur, vous devez réussir. On n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, quand on est entrepreneur, on fait face à des murs, on fait face à des difficultés qu'il faut dépasser. Et des fois, on n'y arrive pas. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un doit le faire à notre place, c'est que nous, on doit apprendre à le faire. Et donc le business mentor, c'est ça, c'est quelqu'un qui a de la légitimité parce qu'il l'a déjà fait. On est dans un contexte où pour être légitime à aider un autre entrepreneur, il faut l'avoir été, il faut avoir vécu des situations similaires. Donc de fait, même si on est business mentor, on ne peut pas être légitime dans toutes les situations parce qu'on n'a pas vécu toutes les situations. Et donc c'est vraiment ce rôle-là, ce rôle de soutien, de transmission, d'autonomie, en fait. Le dirigeant doit grandir à travers cette démarche, et dans cette démarche entrepreneuriale. Donc on est toujours quand même dans un contexte d'une cible entrepreneuriale qui doit dépasser ces étapes qui peuvent être une levée de fonds, qui peuvent être une transmission, il y a des difficultés familiales ou pas, enfin, voilà, donc des contextes très particuliers. Maintenant, un business mentor, de ce fait, c'est quelqu'un qui a une légitimité, mais qui doit avoir aussi un certain nombre d'aptitudes et de compétences. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été un entrepreneur à succès qu'on peut être un bon business mentor. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense ici tout le monde est convaincu, mais je pense que c'est important de le rappeler. Et la logique de compétence, ce n'est pas lié à des compétences d'entrepreneur, c'est lié au fait qu'être mentor, tout le monde ne peut pas l'être. Et même si on peut potentiellement l'être, il faut être formé pour le faire, parce qu'il y a quand même un minimum de savoir en termes de posture, d'attitude. On est là pour faire qu'on ne doit pas transférer son expérience à l'autre, on doit aider l'autre à grandir et à se développer par rapport à son propre chemin. Et ça, c'est un élément qui, pour nous, est très, très important. Que l'on parle d'un mentor bénévole ou d'un mentor rémunéré qui facture, je pense que la problématique, elle reste la même sur ce socle-là. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup habité dans cette réflexion, et y compris avec nos collègues anglais, c'est-à-dire que quand on était un petit peu là-dessus, avec les Anglais, on a beaucoup discuté sur la grille de compétences. C'est quoi un business mentor? Parce que quelque part, l'impact, il est très fort sur le côté de l'entreprise. On va amener l'entrepreneur à faire des choix, à investir, à faire des choses qui vont avoir un impact fort. Qui suis-je pour pouvoir l'être? Donc comment est-ce que, lorsque l'on fait un matching, pour reprendre ce que disait Ingrid ou Chantal tout à l'heure, on est certain que dans ce qui va se passer dans le moment privé entre le mentor et le dirigeant, il se passe des choses correctes, justes, éthiquement responsables, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'était un véritable sujet. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où des échanges avec le MCC se sont faits il y a quelques années, et où on a pu collaborer et travailler avec un certain nombre d'acteurs en Europe pour se poser la grille de cette compétence, la question de cette grille de compétences pour un business mentor. Ça n'a pas la vocation de dire globalement pour tous les mentors, mais dans le contexte d'un business mentor sur de la PME, quelles doivent être les compétences? Et là, on a eu une écoute de la Commission européenne qui était quand même particulièrement intéressante, parce que la Commission européenne a accepté de subventionner ces opérations-là, qui font qu'aujourd'hui, il existe un premier niveau de grille de compétences
qui est tout à fait respectable et reconnu par des fédérations professionnelles en Europe dans différents pays, et qui rentre en même temps dans un dispositif de certification à un niveau ISO depuis la fin de l'année dernière. Donc il y a vraiment un début de professionnalisation de cette démarche qui est, on va dire, particulièrement plaisante et satisfaisante pour l'avenir. Très bien, vous êtes parfaitement dans les temps, puisque je vois qu'il est 19h47. Donc on va passer à la troisième tranche de 15 minutes de questions-réponses, là plus en rebond. Hein, donc n'hésitez pas à intervenir. Alors je mets le micro comme ça, j'espère que c'est mieux. Voilà. Moi j'avais une question, par exemple. Bon, Manel nous a présenté tout à l'heure les bénéfices du mentorat. Bon, ils sont de différents ordres. Laquelle d'entre vous veut parler là-dessus, veut témoigner de façon rapide mais concrète. Je ne vais pas forcément revenir sur les bénéfices parce que je pense qu'ils ont été très largement évoqués tout à l'heure. Donc je pense qu'on converge tous pour reconnaître que, à la fois pour le mentoré et puis pour le mentor, les bénéfices sont conséquents, et notamment à titre individuel, et c'est véritablement quelque chose qui développe l'individu. Après, c'est vrai que pour l'entreprise, je dirais que cela va dépendre, et ça a été aussi évoqué, de l'objectif et de la finalité qu'on en a. C'est-à-dire avec quelle orientation et pour atteindre quelle finalité, en fin de compte, ces opérations ou ces programmes de mentoring sont lancés. Parce que c'est ça qui est très déterminant, et les bénéfices en découlent en conséquence, en fait. Hein. Donc, je pense que d'une entreprise à l'autre, ou même d'un programme à l'autre, la finalité poursuivie n'est pas la même. Et du coup, forcément, les bénéfices sont certes individuels, mais après, tout dépend de ce que l'entreprise en fait. Typiquement, nous, en ce qui nous concerne, très clairement, ça a été un accélérateur. De là à dire que s'il n'y avait pas eu, je pense que, comme ça a été évoqué, ça a sans doute permis à un certain nombre de femmes d'aller plus vite et d'oser aussi. Nous, sur 150 personnes, 50 personnes ont pu accéder, ont transformé. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore d'indicateur en tant que tel, véritablement de KPI pour poursuivre véritablement l'impact et de programmes de mentoring. Mais il est clair que ça développe l'individu, et c'est quelque chose qui se développe, qui se révèle aussi à moyen long terme. C'est-à-dire qu'on investit dans le temps. Est-ce que, Pascal, tu veux rebondir, ou Ingrid ? Oui, je trouve que c'est tout à fait significatif de voir que les apports vont beaucoup plus loin que ce que l'on imagine. C'est-à-dire que l'action, elle est toujours lancée par rapport à une problématique concrète, presque court terme, dans la réflexion. Enfin, on voit des dirigeants qui disent j'ai besoin de lever des fonds, je ne suis pas prêt, je n'arrive pas à discuter avec des investisseurs. Enfin, ils partent sur des choses aussi, j'allais dire, basiques, en tout cas très, très court terme par rapport à une problématique. Et en définitive, quand ils sortent de la logique du programme, ce qu'ils ont acquis, ils ont grandi, ils ont changé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Ingrid dit, c'est qu'ils sont allés beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que sur la base de cet élément révélateur sur lequel ils travaillent avec leur mentor, voilà, des perspectives tout à fait différentes s'ouvrent, des solutions même non imaginées s'ouvrent, et des fois, ils cherchent 5 millions, puis en définitive, un seul leur suffit parce qu'ils trouvent d'autres solutions. Donc ça fait vraiment énormément progresser les acteurs, et dans cette logique de mesure du bénéfice, c'est toujours extrêmement difficile de le faire, parce qu'il y a des bénéfices immédiats, il y en a qui le sont moins. La seule chose qu'on est en mesure de faire, mais je dirais c'est ce qu'on essaie d'éviter, c'est qu'il puisse y avoir des erreurs de matching, qu'il puisse y avoir des relations qui s'écartent, parce que la relation mentorale, on est dans de l'humain, donc à un moment donné, du conflit peut s'installer. Donc il faut anticiper tous ces genres de choses pour éviter, mais on ne maîtrise pas 100% le résultat.
C'est aussi ce qui est plaisant dans la réalité de cet exercice, c'est que bon, des fois, on n'arrive pas tout à fait au résultat escompté, et des fois, par contre, on a des surprises remarquables alors qu'on ne s'y attendait pas. Alors moi, ce que j'ai constaté, au niveau des bénéfices, déjà, pour les entreprises que j'ai accompagnées, ce qui est étonnant, c'est non seulement le bénéfice pour les menties elles-mêmes, c'était des programmes pour les femmes, évidemment, et puis un vrai bénéfice pour les mentors qui, en fait, au départ, ne soupçonnaient pas qu'ils pouvaient en retirer quelque chose de positif et qu'ils faisaient plutôt dans le sens du don de soi, de l'engagement. Et d'ailleurs, en termes de satisfaction, souvent, le mentor était parfois plus satisfait de la relation mentorale que la mentie. Donc, c'était assez surprenant. Mais au-delà de ça, dans l'entreprise, ce qu'on a constaté, c'est que l'impact a été énorme au-delà même des seuls bénéficiaires, puisque c'était comme une sorte d'onde de choc qui allait submerger l'ensemble de l'écosystème de l'organisation, qui va à la fois en fait répondre à un besoin d'engagement très fort de la part des collaborateurs de l'entreprise, mais au-delà de ça, donne un signe aussi très fort en termes de fierté d'appartenance, de capacité en fait à utiliser l'humain et à remettre l'humain au cœur du dispositif d'accompagnement des talents. Donc ça a été un signal extrêmement puissant finalement, alors que ça ne nécessite pas tant de moyens que ça, finalement, c'est vraiment de l'engagement. Et au niveau du club 21e siècle, au niveau de Révélateur, nous, on a constaté avec justement l'aide de l'EDEC et de l'étude d'impact, on mesure en fait finalement la perception qu'ont les femmes avant le programme de leur leadership et ensuite à la fin du programme. Et on perçoit évidemment donc des bénéfices très nets sur leur capacité à oser et à ouvrir des portes beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortement que ce qu'elles auraient imaginé en arrivant dans le programme. Parfois même, elles réorientent entièrement leur stratégie de carrière. Mais elles remettent en cause beaucoup de choses qui va les amener justement à aller très loin. Et les mentors eux-mêmes, en fait, sont extrêmement enthousiastes dans ce programme. Et d'ailleurs, repiquent d'année en année, puisqu'on en est à la 4e édition. Et les mentors eux-mêmes, finalement, viennent en pensant donner du temps uniquement dédié à la mentie. Et finalement, se rendre compte que ça leur permet aussi de conscientiser un parcours, de se reposer des questions et de donner quelques réponses en lien avec leur parcours, leurs difficultés, qu'ils n'avaient pas forcément formulées de cette manière-là. Pour certains, ça aussi leur a permis de renforcer leur management, parce que effectivement, s'adresser à une personne qui va poser un certain nombre de questions, qui va les interroger sur des conseils en termes de choix de carrière, etc., en termes de progression, très clairement, pour les mentors, c'est un énorme bénéfice à la fois managérial, individuellement, en termes de progression aussi, d'introspection. Et donc, c'est là que, vous devez l'entendre, je suis très enthousiaste sur le programme, mais je trouve que c'est finalement un dispositif qui est favorable et extrêmement positif pour tout le monde. Tout le monde y gagne, en fait. Ceux qui pilotent le programme, ceux qui y participent directement, mais tout l'écosystème. Et du coup, en termes de bénéfices, c'est très rare que ça ne fonctionne pas. Et effectivement, comme le disait Pascal, on peut avoir des ratés, et ça nous arrive dans le suivi des programmes. Il y a des matchings, il y a des relations, on va dire, qui cartonnent moins que d'autres, évidemment. Et parfois même, il y a des loupés au démarrage. Et notre suivi va consister à détecter très rapidement les pairs qui ne fonctionnent pas. Soit par des conflits d'intérêts, ça peut arriver dans l'organisation, soit parce que finalement l'engagement de départ n'est plus possible de par des déplacements, un agenda professionnel très compliqué. Et donc du coup, il est extrêmement important tout de suite, et c'est ce qui nous est arrivé cette année. Il faut savoir quand même que nous, on a lancé le programme Révélateur de cette année en février, donc on a pu tous se réunir physiquement, et en mars, on était en confinement. Et donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Et on a tout transféré finalement en distanciel. Donc j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'était une expérience assez étonnante qui fait qu'on a quand même réussi à maintenir le programme qui va se terminer dans les semaines à venir. Merci à tous les trois.
Merci.